Les questions de la liberté et du déterminisme stimulent la philosophie occidentale depuis ses balbutiements. Depuis Aristote jusqu'aux penseurs contemporains, il est rare que ces préoccupations ne fassent pas l'objet de travaux significatifs. De manière presque instinctive, notre intellect nous fait opposer les notions de liberté et de destinée, de déterminisme, dans un conflit assez binaire. Mais ces deux perspectives n'ont de sens qu'en tant qu'elles s'appliquent à un être, à quelque chose de déjà défini dans le monde avec sa propre réalité. Et pourtant, avant toute définition travaillée de ce qu'est réellement être, la pensée s'est ruée sur les questions des propriétés applicables à l'être. C'est le problème que soulève Heidegger. Notre pensée s'est concentrée sur la définition d'un être, d'objet isolé, mais n'a jamais défini l'être en lui-même avec une majuscule. En tant que notion globale, comme l'écrit très justement Goethe, beaucoup de cœurs se perdent dans la diversité et très peu aspirent à l'un. Comment penser la liberté d'objets et de sujets qui sont extraits de l'ensemble auquel ils appartiennent de manière discriminatoire? Une fois l'être en tant que tel, ou plutôt le fait même d'être qualifié, comment établir si liberté et destinée s'opposent réellement? Est-ce l'absence de destinée qui fait la liberté? Est-ce que c'est en étant indéterminé que je suis libre, ou en étant libre que je suis indéterminé? La liberté est-elle première sur l'indétermination, ou à l'inverse, est-ce qu'on se rend indéterminé, puis nous devenons libres? Avant de définir la liberté, la notion de déterminisme et d'établir de quelle manière elles interagissent, il est primordial de tenter une définition de ce sur quoi elles étendent leur empire, l'être en tant que tel. Après avoir qualifié l'être, nous examinerons son rapport à la liberté, sa faculté ou non à s'en saisir et le lien entretenu par cette liberté, toujours à définir avec les déterminismes, eux aussi suscitant le besoin d'une définition concrète. Pour m'ériger en être libre, il faut avant tout savoir ce qu'est un être, et ce qui le lie ou l'éloigne de la notion de liberté. Le concept même d'être évoque naturellement à la pensée un être organique, qui peut être doté de la faculté de volition, c'est-à-dire de volonté, ou d'une propriété analogue. Pourtant, ce serait faire preuve de mauvaise foi que de nier qu'une pierre est. Elle apparaît comme réalité effective du monde matériel. Rappelons la définition que nous donne Descartes de la matière. Quelque chose d'étendu, flexible et muable. Qu'est-ce qui fait alors que cette pierre ne se désagrège pas en atomes distincts, alors qu'elle subit les contraintes de force extérieure? D'après Spinoza, il s'agit là de la preuve de son cognatus, c'est-à-dire un principe premier. Ce serait donc la caractéristique première de tout être, posséder un principe premier qui octroie une forme, une constance face aux événements extérieurs, à ce qui résulte de celui-ci. Il s'agit toutefois à nouveau d'un travail discriminatoire. Nous définissons ici l'être avec un exemple isolé, ce qui implique que les propriétés applicables à chaque être vont varier. Il faut donc reconnaître que la notion de liberté ne peut s'appliquer qu'à certains êtres, dont le principe premier ne s'y oppose pas. Être implique de constituer un élément effectif du monde, mais pour analyser et qualifier des objets ou des sujets au sein de celui-ci, notre raison ne peut faire autrement que les en extraire momentanément pour en faire des mesures intelligibles. Nous considérons donc l'être en tant qu'élément effectif du réel, soumis à des contraintes et délimité par la raison intellectuelle subjective, mais indissociable du monde dans lequel il s'inscrit. Le problème de la liberté se pose. Par une réaction instinctive qu'on ne saurait forcément expliquer au premier abord, l'affirmation « cette pierre est libre » nous semble dénuée de sens, une anomalie. Cette intuition pousse à conscientiser que notre raison fait une distinction claire entre deux types d'êtres, ceux doués de liberté et ceux auxquels on ne peut l'attribuer. Mais sur quoi repose réellement cette distinction? Il semble que celle-ci se fasse entre les êtres dotés de la capacité de volition, donc de volonté, et ceux qui demeurent passifs eu égard des événements extérieurs. Cette distinction semble universellement opérée par la raison humaine. Comme l'écrit Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, la différence entre magie et science est que l'une postule un déterminisme stratifié, là où l'autre postule un déterminisme intégral. Qu'il s'agisse de sociétés rationalistes ou totémiques et animistes, la distinction s'opère naturellement, c'est un universel.
La liberté de l'être serait donc liée à sa faculté de volition. Un nouveau problème se pose. Comment définir quel être bénéficie de cette capacité? Et par extension, quelles sont les caractéristiques nécessaires de l'être libre? La liberté n'a de sens qu'en tant qu'elle s'exerce dans et sur le monde, qu'en tant qu'elle interagit avec celui-ci. Et de fait, la liberté s'exerce sous cloche, dans un cadre réglementé par des lois face auxquelles elle ne peut que s'adapter. C'est ce que nous décrit très bien d'Holbach dans Système de la nature. Il nous écrit, je cite, « Les actions des hommes ne sont jamais libres. Elles sont les suites nécessaires de leur tempérament et de leurs habitudes, fortifiées par l'éducation, l'expérience et l'exemple. » Des éléments extérieurs à l'être, doué de volition, sont impliqués dans la faculté qu'il a en faire usage. Parmi ces éléments, nombreux sont ceux que l'être considéré ne peut que subir. Voilà ce qui peut être qualifié de déterminisme. Ces déterminismes exercent de manière irréfutable une influence sur l'être doué de volition. Qu'il s'agisse d'une pierre ou d'un humain, la gravité agit de manière semblable, et la distinction opérée entre être libre et non libre est de l'ordre intellectuel. Dans L'âme et la vie, le psychologue et psychanalyste Carl Gustav Jung écrit « Notre conscience intellectuelle est comme un acteur qui aurait oublié qu'il joue un rôle. Il serait présomptueux et inexact d'affirmer que la liberté de l'être est de se rendre inatteignable par les déterminismes extérieurs. C'est une perspective concrètement irréalisable. Tout être est déterminé, d'une manière plus ou moins flagrante. Affirmer ceci revient-il à nier tout principe de liberté ? Désormais que les termes employés revêtent un sens plus concret, les articuler devient envisageable. Il est indubitable qu'au sein même de l'homme, de l'être doué de volonté, et autour de lui, règnent des lois et des forces qui le dépassent. Pour autant, ces lois ne font pas objet de contradiction directe avec la liberté. Descartes semble cristalliser les ambitions intellectuelles occidentales lorsqu'il loue la capacité de l'homme à se rendre comme maître et possesseur de la nature, en usant des lois qui la régissent à son avantage. Ce qu'il nous apprend est qu'avant d'être des freins à la liberté, les déterminismes de la nature sont des moyens. Les affirmations telles que celles que fait Leibniz en écrivant « Jamais rien n'arrive sans raison, il faut toujours que soit quelque cause » dans De Confessio Naturae, ne contredisent en rien ceci. La liberté s'appliquerait sur les déterminismes, véritable condition sine qua non de celle-ci. Dans ses principes de philosophie, Descartes nous évoque la liberté dite d'indifférence comme le stade le plus bas de celle-ci. Certes, mais c'est toujours une forme de liberté, consistant en une véritable retraite du sujet par rapport au monde, à un ermitage dans ses constructions mentales. Il s'agirait d'une véritable aliénation. En faisant l'exercice d'une totale indifférence, on s'imperméabilise des éléments du monde. On devient une coquille apathique, soumise bout à bout à ce que D'Holbach nommait tempérament et habitude. Être libre ne passerait pas par l'indétermination, mais par la réaction au déterminisme. Lorsque Balzac figure que les idées sont en nous un système complet, semblable à l'un des règnes de la nature, ce n'est pas pour signifier que se retrancher dans son intériorité est une façon de se libérer des contraintes d'une réalité qui nie la liberté, mais au contraire pour montrer que, semblable à la nature, la pensée doit rester mouvante. Se nourrir des déterminismes du monde pour mieux les retourner, considérer la contrainte comme un moyen, est le véritable moyen d'exercice de la liberté. Le plus grand danger pour la pensée, et de fait pour la volonté, est de s'enraciner dans des considérations inamovibles, de se rendre inaccessible aux événements du monde. C'est en se plaçant sous l'hégémonie d'une pensée unique que la conscience crée le seul déterminisme antithétique à la liberté, celui du monisme intellectuel. Rappelons l'étymologie du terme réflexion, littéralement retour en arrière. La réflexion est une opposition au déroulé naturel des choses, une manière de décomposer les déterminismes extérieurs, dont les résultats servent de terre nourricière à la conscience. Cette conscience intellectuelle étant elle-même le siège de la liberté. Toutefois, cette conscience ne pourrait-elle pas constituer une instance, un déterminisme plus insidieux et faisant obstacle à la liberté de l'être ?
Nous l'avons constaté, l'existence de déterminisme réel n'est pas un facteur d'impossibilité de la liberté. Au contraire, il la favorise, elle s'en nourrit. Deux types de déterminisme sont à distinguer. Les déterminismes positifs, non pas au sens de agréable, mais au sens d'empirique, qui sont inscrits dans le monde, et les subjectifs. En effet, le sujet lui-même est soumis, dans la manière dont il appréhende les choses, à ses propres biais et à ceux du monde. Il possède des limites d'intelligibilité, de compréhension. La condition même de l'être sujet est formée de déterminisme. Ses passions peuvent à la fois être des ennemis ou des alliés de sa liberté. Et il serait tentant de postuler que les affects, les passions, constituent des contraintes à notre liberté, mais il faut faire une distinction, celle de la liberté et du libre arbitre. La liberté s'exerce à l'aide du libre arbitre, mais elle n'en est pas dépendante. Le libre arbitre est la faculté que nous possédons à délibérer par rapport aux éléments dont nous disposons dans une situation donnée. On pourrait donc considérer que les affects, qui prennent une part non négligeable dans la délibération, font obstacle à la liberté. Ils seraient des déterminismes internes qui brouillent la liberté. Mais le libre arbitre, considéré comme moyen de la liberté, use des passions, affects et ressentis. Ils sont corrélés aux sentiments et indicateurs d'une liberté de perception qui n'est pas sur le même plan que celui-ci. Les perceptions subjectives sont caractéristiques de l'être sujet, et ils sont la preuve qu'il ne fait pas que subir les déterminismes extérieurs, mais les décompose en perceptions qui lui appartiennent à lui seul. La prise en compte de ces perceptions internes, qui est le résultat raffiné des conditions externes, par le libre arbitre, en vue de l'exercice de la liberté, est logique. Les déterminismes extérieurs et intérieurs offrent au sujet des axes de délibération par lesquels il peut déterminer lui-même sa réaction. Lorsque Lévi-Strauss écrit « La magie et les mythes sont autant d'actes de foi en une science encore à venir » dans La pensée sauvage, c'est précisément ce qu'il exprime, la subjectivité et la transformation des contenus empiriques en réalité abstraite, influencée par les biais, par les affects. Ce n'est pas une soumission à des déterminismes internes, mais la preuve d'une capacité à les diviser en autant de matériaux constitutifs de la liberté. Le même constat est exprimé par Rousseau dans La profession de foi du vicaire savoyard, lorsqu'il développe, je cite, « Ma résolution de me livrer au sentiment plutôt qu'à la raison est confortée par la raison même. » La liberté n'est pas la fuite au-delà des déterminismes, mais la conséquence de leur affrontement. Être libre est se constituer un axe d'appréhension du monde, aussi bien intérieur qu'extérieur, par analyse des déterminismes respectifs. Nous pourrions résumer ceci de la sorte. Loin d'être l'indétermination, la liberté est l'agrégat de tous les déterminismes intelligibles. Comment pourrions-nous être libres sans déterminisme ? Imaginer une liberté indéterminée serait définir cette dernière en tant qu'état et non en tant que processus. La vérité n'est pas un état mais un processus dont le moteur est l'erreur, et de même, liberté n'est pas un état mais un processus dont le moteur est le déterminisme. Si la liberté était assimilable à un état, hors de tout déterminisme, nous tomberions dans la contradiction, car elle devrait être première. Donc elle serait l'essence, le principe premier de certains êtres et non d'autres. Par conséquent, la liberté serait un déterminisme puisque s'appliquant en principe, elle viendrait contrevenir aux autres déterminismes du monde. Elle serait l'essence nécessaire de ce qui la possède. Or, une liberté nécessaire, dont la caractéristique est de rendre son objet imperméable aux autres déterminismes, n'est rien de moins qu'une façon détournée d'affirmer un déterminisme absolu et essentialiste, qui nierait cette soi-disant liberté. Revenons au caractère de processus de la liberté. Pour illustrer cette affirmation lourde de conséquences, prenons l'exemple de l'habitude, telle que définie par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. L'habitude résulte d'actes délibérés répétés de l'individu. À mesure qu'il réalise des actes d'une certaine nature, son inclination pour ceci s'accroît. La conséquence de l'action réalisée devient une des causes que prend en compte le libre arbitre pour la réitérer ou non. De la sorte, l'action du sujet déterminée par des causes multiples devient le moteur de ses actions suivantes. D'où l'exemple de l'homme vertueux chez Aristote, qui, par l'exercice de la vertu,
la nourrit, et devient de plus en plus vertueux. Et inversement, l'incontinent, ou si vous préférez le méchant, qui par l'exercice de son libre arbitre se livre grâce à sa volonté de changement aux actes non vertueux, deviendra progressivement de plus en plus éloigné de cette vertu, tandis que s'il se force à procéder à des actes vertueux par nature, il le deviendra lui-même. Il en va de même pour la liberté. Une liberté dans une hypothétique réalité indéterminée ne pourrait pas s'exercer, faute de toute matière dont se constituer et se renouveler. Elle s'éroderait et deviendrait une passivité résolue. La liberté réside dans l'adversité que constituent les déterminismes, et les morceaux de ceux-ci qu'elle parvient à leur arracher et à unir. La liberté est un système éclectique, un syncrétisme, une fluctuation constante. Il est illusoire de considérer cette dernière comme la simple faculté à se retirer de tout déterminisme. Ce serait même la rendre négligeable et opérer une distinction manichéenne dérisoire. N'oublions pas qu'entre deux opposés, il n'y a pas de différence de nature, mais seulement de degré, et la liberté, ou plutôt le fait d'être libre, car la liberté elle-même ne saurait être limitée à une définition stricte, constitue l'ultime stade du jeu des déterminismes. C'est un balancement sans repos entre les diverses acceptions du monde et de l'intériorité, de l'être sujet. Nietzsche, dans son Zarathustra, écrit que nommer les valeurs revient à les monnayer. Nommer la liberté revient donc à en faire une valeur des valeurs. Elle ne s'exerce que comme transgression. Et elle est amorphe, elle est métamorphique. L'être indéterminé serait certainement le moins libre qui puisse exister. Sans aucun moyen d'exercer sa liberté, sans aucune voie pour l'éprouver, il ne pourrait que la regarder de loin, être passif, en être finalement dénué. Le constat de liberté ne se fait que chez celui qui s'en éloigne, et les déterminismes agissent comme des briques, des catalyseurs au sens chimique de la liberté. C'est en les embrassant pleinement dans leur existence et en s'y opposant que le sujet peut être libre. Carl Gustav Jung écrit dans L'âme et la vie, les règles et les méthodes ne sont bonnes que pour ceux qui savent s'en passer. Voilà ce que sont les déterminismes, des règles nécessaires à la réalisation de l'être libre. Ce fait est d'ailleurs de conception générale. Ne dit-on pas communément, il faut savoir reconnaître les règles pour pouvoir mieux les enfreindre. Il faut toujours que soit quelque sens, ne serait-ce que pour le dépasser. Merci.